Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une conversation où l'autre personne hochait la tête, souriait, semblait attentive, et pourtant, vous sentiez clairement qu'elle n'était pas vraiment là? Qu'elle pensait à autre chose, attendait son tour de parler, ou formulait déjà sa réponse pendant que vous parliez encore? Ou pire, avez-vous déjà été cette personne-là? Parce que soyons honnêtes, la plupart d'entre nous pensons être de bons auditeurs. On se dit, moi, j'écoute les gens. Mais si je vous demandais de répéter mot pour mot ce que votre collègue vous a dit ce matin, ou ce que votre conjoint vous a confié hier soir, est-ce que vous pourriez le faire vraiment? Pas l'idée générale. Les détails. Le ton. Ce qu'il y avait derrière les mots. La vérité, c'est que la grande majorité des gens n'écoutent pas, ils attendent. Ils attendent que l'autre finisse pour pouvoir parler à leur tour. Et cette différence, aussi subtile qu'elle paraisse, change absolument tout dans la qualité d'une relation. Aujourd'hui, on parle d'une compétence que presque personne ne maîtrise vraiment, et pourtant, elle peut transformer vos relations professionnelles, vos relations personnelles, et même la façon dont vous vous percevez vous-même. Cette compétence, c'est l'écoute active. Et dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer ce que c'est vraiment, pourquoi la majorité des gens croient l'avoir alors qu'ils ne l'ont pas, et surtout comment la développer concrètement, dès aujourd'hui. Je vous partagerai aussi des exercices pratiques que vous pouvez appliquer immédiatement, ainsi que les erreurs les plus fréquentes à éviter, celles que même les personnes bien intentionnées commettent sans s'en rendre compte. Commençons par poser les bases. L'écoute active, c'est un concept développé dans les années 1950 par le psychologue américain Carl Rogers, dans le cadre de ce qu'il appelait la thérapie centrée sur la personne. Sa définition est simple, mais exigeante, c'est l'art d'écouter avec une intention totale de comprendre, pas de répondre, pas de juger, pas de résoudre, juste comprendre. Rogers croyait profondément que chaque être humain a en lui les ressources pour évoluer, grandir et résoudre ses propres problèmes à condition qu'on lui offre un espace d'écoute authentique et bienveillant. Et ce qu'il a découvert dans sa pratique clinique, c'est que cette écoute-là, vraie, totale, sans jugement, était en elle-même thérapeutique. Pas besoin de grands discours. Pas besoin de conseils savants. Juste être vraiment là. Quand on écoute activement, on est attentif à 3 niveaux simultanément. D'abord les mots, ce que la personne dit littéralement. Ensuite le ton, comment elle le dit, les variations dans sa voix, les silences, les hésitations, les moments où la voix se brise légèrement ou accélère sans raison apparente. Et enfin le non-verbal, ce que son corps exprime, la posture, le regard, les gestes, les micro-expressions du visage, la façon dont elle occupe l'espace. Il y a une étude célèbre du professeur Albert Mehrabian, de l'Université de Californie, qui montre que dans une communication émotionnelle, seulement 7% du message passe par les mots. 38% passe par la voix. Et 55% par le langage corporel. Ce que ça veut dire, c'est que si vous n'écoutez que les mots, vous ratez l'essentiel du message. Vous recevez la surface, mais pas le fond. Et c'est souvent dans ce fond-là que se trouvent les vraies informations, les besoins non exprimés, les émotions sous-jacentes, les non-dits qui pèsent. Alors, concrètement, comment fonctionne l'écoute active? Elle repose sur 5 piliers fondamentaux. Et je vais vous les détailler un par un, parce que chacun mérite qu'on s'y arrête. Le premier, c'est la présence totale. Le premier ennemi de l'écoute, c'est la distraction. Le téléphone sur la table, les notifications qui clignotent, les pensées parasites qui s'invitent dans notre tête. Est-ce que j'ai envoyé ce mail? Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Il faut que je pense à rappeler un tel. Être présent, ça veut dire prendre une décision consciente et délibérée. Pendant les prochaines minutes, cette personne mérite toute mon attention. Pas 80%. Pas, je l'écoute mais je jette un œil à mon téléphone. Toute mon attention. Et ça se ressent immédiatement. Les gens savent, de manière presque instinctive, quand vous êtes vraiment là pour eux. Et quand ils le sentent, quelque chose change dans la conversation. Ils s'ouvrent davantage. Ils disent des choses qu'ils n'auraient pas dites autrement. Parce que vous leur avez signalé, sans un mot, que ce qu'ils ont à dire compte. Le deuxième pilier, c'est l'absence de jugement. Quand quelqu'un parle, notre cerveau adore évaluer en temps réel. C'est juste, c'est faux, je ne suis pas d'accord, quelle erreur, il aurait dû faire autrement. L'écoute active, c'est apprendre à mettre ce juge intérieur en pause. Votre rôle, dans ce moment-là, n'est pas de valider ou d'invalider, c'est de comprendre. Il y a une différence immense entre « je comprends ce que tu vis » et « je suis d'accord avec toi ». On peut comprendre une position sans la partager. On peut accueillir une émotion sans la cautionner.
Et cette posture d'accueil, sans jugement, crée un espace de sécurité que l'autre perçoit. Un espace où il peut s'exprimer sans avoir peur d'être mal compris, critiqué ou réduit à une seule de ses opinions. Le troisième pilier, c'est la reformulation. C'est probablement l'outil le plus puissant de l'écoute active, et aussi l'un des plus sous-utilisés. Reformuler, c'est redire avec vos propres mots ce que vous avez compris de ce que l'autre a dit, pas en répétant mécaniquement, mais en montrant que vous avez fait le travail de comprendre. Par exemple, si je comprends bien, tu te sens dépassé par la charge de travail en ce moment, et tu as l'impression que personne ne le voit vraiment, c'est ça? Ce geste simple accomplit deux choses en même temps. D'abord, il montre à l'autre que vous l'avez vraiment écouté, et ça crée une connexion immédiate, presque viscérale. La personne se sent vue, comprise. Et ça, c'est rare. Ensuite, la reformulation vous permet de vérifier que vous avez bien compris, et d'éviter les malentendus avant qu'ils ne s'accumulent et ne dégénèrent en conflit. Parce que la majorité des conflits, au fond, ne viennent pas de désaccords profonds, ils viennent de malentendus qui n'ont jamais été corrigés. Le quatrième pilier, c'est les questions ouvertes. Une question fermée appelle une réponse en oui ou non, elle ferme la conversation. Une question ouverte, elle, crée de l'espace. Comment tu te sens par rapport à ça? Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision? Ou encore, qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans tout ça? Ces questions invitent l'autre à développer, à approfondir, à explorer sa propre pensée. Et souvent, c'est là que les vraies conversations commencent, pas dans les échanges de surface, mais dans ces moments où une question bien posée amène quelqu'un à dire une chose qu'il n'avait peut-être jamais formulée clairement, même pour lui-même. Le cinquième pilier, c'est la gestion du silence. On a une tendance naturelle, presque pavlovienne, à remplir les silences parce qu'ils nous mettent mal à l'aise, parce qu'on les perçoit comme des vides à combler, des gênes à dissoudre. Mais le silence, dans une conversation, c'est de l'espace. C'est l'espace dont l'autre personne a besoin pour formuler une pensée difficile, pour trouver ses mots, pour aller plus loin que ce qu'elle avait prévu de dire. Quand vous remplissez ce silence trop vite, vous lui volez cette opportunité. Apprenez à laisser les silences exister. Laissez-les respirer. Parfois, les choses les plus importantes, les plus honnêtes, les plus profondes, se disent juste après un silence. Pas avant. Parlons maintenant des applications concrètes, parce que l'écoute active ne sert pas qu'en thérapie ou dans les relations intimes. Elle se joue dans tous les contextes de votre vie. Au travail, imaginez un manager qui, plutôt que d'arriver avec ses solutions toutes prêtes et ses décisions déjà prises, prend le temps d'écouter vraiment son équipe avant d'agir. Pas pour faire semblant de consulter, mais pour comprendre réellement ce qui se passe sur le terrain, ce que les gens vivent, ce qui les freine ou les motive. Les études sur le leadership montrent de façon constante que les équipes dont les managers pratiquent l'écoute active sont significativement plus engagées, plus créatives, et affichent un taux de turnover bien plus bas. Écouter ses collaborateurs, c'est leur signaler que leur opinion compte, que leur expérience a de la valeur, et ça, c'est le fondement de la confiance. Et sans confiance, aucune équipe ne peut vraiment performer sur le long terme. Dans la vente et la négociation, l'écoute active est une arme redoutable et souvent négligée. La plupart des commerciaux passent leur temps à parler de leurs produits, à vanter ses mérites, à argumenter. Les meilleurs, eux, écoutent. Ils posent des questions. Ils comprennent les besoins réels du client, ses craintes, ses priorités. Et c'est parce qu'ils ont vraiment écouté qu'ils peuvent proposer exactement ce dont le client a besoin, pas ce qu'ils ont envie de vendre. Dans les relations personnelles, l'écoute active peut littéralement sauver des liens qui s'étaient effilochés. Combien de conflits de couple, d'amitié, de famille viennent au fond d'un sentiment de ne pas être entendu? Pas nécessairement d'un désaccord profond sur les valeurs ou les projets de vie, mais d'un sentiment d'invisibilité qui s'est installé progressivement, conversation après conversation mal vécue. Quand quelqu'un se sent vraiment écouté, quelque chose se détend en lui. La défensive tombe. Le besoin de se battre pour avoir raison disparaît. Et le dialogue devient possible là où il semblait bloqué. Et dans votre rapport à vous-même, pratiquer l'écoute active développe aussi ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, la capacité à identifier, comprendre et gérer vos propres émotions, et à percevoir celles des autres avec justesse. C'est une compétence qui s'entraîne, et qui a des effets mesurables sur votre qualité de vie, votre capacité à prendre de bonnes décisions, et la profondeur de vos relations. Maintenant parlons des erreurs les plus courantes, parce que même avec les meilleures intentions du monde, on tombe souvent dans les mêmes pièges. Et les connaître, c'est déjà s'en protéger à moitié.
L'erreur numéro 1, c'est écouter pour répondre plutôt qu'écouter pour comprendre. C'est le piège le plus fréquent, et probablement le plus insidieux, parce qu'on croit écouter alors qu'on est déjà en train de composer sa réplique. Pendant que l'autre parle, une partie de votre cerveau est déjà en train de chercher quoi dire après, comment rebondir, quel argument avancer. Et pendant ce temps-là, vous ratez une partie de ce qu'il dit. Vous captez les grandes lignes, mais pas les nuances. Pas les détails qui comptent. Pas le vrai message. L'erreur numéro 2, c'est sauter aux solutions trop vite. Quand quelqu'un nous confie un problème, notre réflexe est presque immédiat, aider. Proposer une solution, donner un conseil, suggérer une piste. Et cette intention est bonne, elle vient d'un endroit bienveillant. Mais le problème, c'est qu'on court-circuite quelque chose d'essentiel. Souvent, ce que la personne cherche en premier lieu, ce n'est pas une solution. C'est d'être entendu. C'est de sentir que quelqu'un comprend ce qu'elle traverse, avant même de chercher à y remédier. Avant de conseiller, prenez l'habitude de demander, tu cherches à trouver une solution, ou tu as besoin qu'on t'écoute pour l'instant. Cette question simple, posée avec sincérité, change radicalement la dynamique d'une conversation. L'erreur numéro 3, c'est l'écoute sélective, n'entendre que ce qui confirme ce qu'on pense déjà, et filtrer inconsciemment tout le reste. Notre cerveau est câblé pour ça, c'est un mécanisme de protection cognitive qui nous permet de traiter l'information plus vite. Mais dans une conversation, ce filtre peut nous faire passer à côté de l'essentiel. Il faut en être conscient pour apprendre à le suspendre, à accueillir ce qu'on entend même quand ça dérange, même quand ça remet en question ce qu'on croyait savoir. L'erreur numéro 4, et celle-ci est plus subtile, c'est de confondre empathie et sympathie. La sympathie, c'est ressentir ce que l'autre ressent, se laisser emporter par son émotion. L'empathie, c'est comprendre ce qu'il ressent tout en restant ancré dans votre propre perspective. L'écoute active demande de l'empathie, pas de la sympathie. Si vous vous noyez dans l'émotion de l'autre, vous ne pouvez plus l'aider, vous devenez vous-même submergé. La bonne posture, c'est celle du témoin bienveillant, proche, mais stable. Voici maintenant l'exercice concret que je vous promettais depuis le début. Il est simple, accessible à tout le monde, et vous pouvez le tester dès votre prochaine conversation. Pendant 48 heures, fixez-vous un seul objectif dans chaque conversation importante, ne pas interrompre, et reformulez au moins une fois ce que l'autre vous a dit avant de donner votre propre avis. Pas en répétant mécaniquement ces mots, mais en disant ce que vous avez compris avec votre propre formulation. Observez ce qui change dans la dynamique de l'échange. Observez comment l'autre réagit quand il se sent vraiment compris. Et observez comment vous vous sentez, vous, à la fin de cette conversation. Plus connecté? Plus informé? Plus en paix avec l'échange? Vous serez peut-être surpris de la différence que ce simple geste peut produire. Pour aller plus loin, il existe plusieurs ressources que je vous recommande. Les livres de Carl Rogers, notamment « Le développement de la personne », sont fondateurs et restent d'une clarté remarquable. Les mots sont des fenêtres ou des murs, de Marshall Rosenberg, sur la communication non violente, est un complément idéal, il vous donnera des outils précis pour exprimer vos besoins et accueillir ceux des autres. Et si vous êtes dans un contexte professionnel, Dare to Lead de Brené Brown explore en profondeur le lien entre écoute, vulnérabilité et leadership authentique. Pour conclure, l'écoute active, ce n'est pas une technique de communication parmi d'autres. Ce n'est pas un truc à sortir en réunion pour paraître attentif. C'est une posture, une façon d'être en relation avec les autres qui dit, sans un mot, tu comptes. Ce que tu vis mérite mon attention. Je suis là, vraiment là. Et dans un monde où tout va de plus en plus vite, où les écrans sont omniprésents et les conversations de plus en plus superficielles, cette posture est devenue rare. Et donc précieuse. Et donc puissante. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Ça se pratique. Ça se cultive, conversation après conversation, avec de la patience et de l'intention. Personne ne naît avec cette capacité pleinement développée, c'est un muscle, et comme tout muscle, il se renforce à l'usage. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous parle, posez votre téléphone, regardez-le dans les yeux, respirez, et écoutez vraiment. Pas pour répondre. Pour comprendre. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, partagez-la à quelqu'un qui gagnerait à la voir, un ami, un collègue, quelqu'un avec qui vous aimeriez communiquer mieux. Et dites-moi en commentaire, dans quel domaine de votre vie vous aimeriez développer votre écoute? Au travail, en famille, en couple? Je lis tous les commentaires, et je réponds à un maximum d'entre vous.
À très bientôt.